Deutsche Welle. L'arbre à palabres. Des bruits de boîtes dans le nord du Mali, ce n'est assurément pas ce que les Maliens souhaitaient alors que se profile la présidentielle prévue officiellement en avril prochain. Depuis le début de l'année, des centaines de combattants touaregs lourdement armés multiplient les assauts contre plusieurs localités du nord Mali. Aguelok, Menaka, Tessalit, Tinzaouaten, autant de villes qui ont été le théâtre de combat entre l'armée malienne et les rebelles du MNLA, le Mouvement national de libération de l'Azawad, une organisation qui entend se faire l'écho de plusieurs décennies de revendications politiques. Quelles sont ces revendications et surtout pourquoi ce recours aux armes alors qu'il existe des initiatives de paix entre les différentes parties? Et que dit le gouvernement malien face à ces bruits de bottes? Des questions auxquelles nos invités à ce débat vont tenter de répondre. Et nous sommes avec M. Moussa Ag Assarid, l'un des porte-parole du MNLA, le Mouvement national de libération de l'Azawad. M. Ag Assarid, bonjour. Bonjour, je salue tous les auditeurs de la Deutsche Welle et je souhaite présenter les condoléances à toutes les familles qui ont perdu des personnes, qu'elles soient de l'armée malienne, des civils ou du MNLA. Nous sommes également avec M. Siaka Diarra, il est le président de l'Union des forces démocratiques, l'une des formations politiques du Mali. M. Siaka Diarra, bonjour. Bonjour. Également avec nous, Dr Luc Marius Ebriga, professeur de droit public à l'Université de Ouagadougou 2. Dr Luc Marius Ebriga, bonjour. Bonjour. Chers invités, merci d'être en ligne avec nous pour ce débat qui sera consacré à la situation dans le nord Mali. À ce micro, Georges Ibrahim Tounkara, bienvenue, bonjour. Alors, on va commencer avec vous, Monsieur Moussa Ag Assarid, vous qui êtes le porte-parole du MNLA, le Mouvement national de libération de l'Azawad. Est-ce qu'il y a véritablement un problème touareg? Vous avez lancé des assauts contre plusieurs villes du nord du pays. Pourquoi ce recours aux armes? Je souhaite juste préciser qu'il ne s'agit pas là encore de nous réduire à comme l'ont fait les différents gouvernements du Mali, à une rébellion touareg. Nous sommes une révolution populaire et parmi les personnes qui sont en révolution, il y a toutes les communautés du nord du Mali, donc de l'Azawad. Il s'agit des Songhoi, des Peuls, des Arabes et des Touaregs. Et donc, ce qui a poussé malheureusement à la prise des armes, c'est tout simplement que tous les autres moyens pacifiques, démocratiques ont été utilisés et nous sommes arrivés à une impasse. Et malheureusement, l'État malien ne répond qu'à la voie des armes. Nous avons constaté cela d'abord en 1963, lorsque le gouvernement de Modibo Keïta avait réprimé dans le sang les rebelles, à l'époque effectivement Touareg, et ensuite la rébellion de 1990, elle aussi a été réduite dans le sang. Nous avons utilisé tous les moyens possibles. Nous avons appelé le gouvernement du Mali, dirigé par Amadou Toumani Touré, à négocier. Nous avons tout fait et nous avons constaté qu'il y avait un complot là qui s'est préparé contre ceux qui ne sont pas de même avis que ATT, qu'Amadou Toumani Touré, et qui a choisi de diviser les communautés pour les monter les unes contre les autres et pas faire comme ce que certains ont fait, comme le Niger par exemple, pour écouter les personnes, pour chercher à négocier et chercher à trouver une solution durable. Et le Mali n'a jamais voulu trouver vraiment une solution durable. Et c'est pourquoi aujourd'hui, malheureusement, les armes ont parlé. Je déplore effectivement la voie des armes. Ce n'est pas la meilleure des voies qu'on puisse trouver pour une vie durable entre les communautés. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qui se passe sur le terrain. Alors, M. Siaka Diarra, vous êtes le président de l'Union des forces démocratiques, l'une des formations politiques donc du Mali. Quel regard vous jetez, quelle analyse vous faites de ces derniers développements dans le nord du Mali avec ce recours aux armes? C'est effectivement une situation déplorable, dans la mesure où des citoyens d'un même pays qui prennent des armes, là c'est quand même déplorable. Et je crois que depuis le début de cette situation, le gouvernement malien a déployé de gros efforts depuis le temps Modibo, en passant par Moussa Traoré, Alpha Omar Konaré jusqu'à maintenant, Amadou
Ousmane Touré, le gouvernement malien ne cesse de déployer des efforts afin que tout le pays entier puisse parler le même langage, le langage de la paix. Cette année, je crois que des efforts ont été déployés et continuent d'être déployés. Le dialogue, c'est la meilleure solution. La voie des armes n'est pas la meilleure. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché puisqu'il y a eu des initiatives de dialogue, il y a eu des dialogues, et qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on en arrive là? Il y a eu des initiatives à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Tout ça, c'est pour éviter des bains de sang. C'est une situation déplorable. Il faut trouver la solution. Le dialogue, on en a décidé, on en a fait et on continue encore à aller vers ça. Nous sommes tous citoyens maliens. Nous sommes tous maliens, donc je pense qu'on peut vraiment se comprendre et trouver la solution. Docteur Luc Marius Ebriga, vous êtes à Ouagadougou, vous êtes professeur de droit public, vous suivez de près cette situation dans le Nord Mali. Comment vous pouvez l'expliquer aujourd'hui? Cette situation du Nord Mali pose le problème de la construction de l'État postcolonial en Afrique. Parce que la question Touareg et la question du Nord Mali, c'est une question qui est vieille de plus de 60 ans. Parce que le projet naît avec la fin de la colonisation, au début des indépendances, quand la France a voulu créer l'organisation commune des régions sahariennes qui devait prendre mordre sur l'ensemble des pays, l'Algérie, le Mali, le Niger, pour constituer une zone qui est riche en pétrole et pour permettre à la France de continuer ses expérimentations nucléaires. Et ce projet a échoué, mais a trouvé une bonne écoute auprès des populations touareg. D'ailleurs, dans les années 60, beaucoup de dirigeants touareg de premier plan ont demandé au général de Gaulle la constitution d'un État touareg et cela a affaibli les États dès l'origine. Donc, il y a un problème déjà de la confrontation entre l'État et la nation. Parce que nos États ne sont pas des États-nations, ce sont des États plurinationaux. Ce qui fait qu'il y a une fragilité due à la conflictualité entre l'État et la nation. Alors, en second lieu, il y a un problème d'instrumentalisation de l'identité. Du fait que les identités sont multiples dans nos États et que l'on n'a pas réussi à construire la nation, il est certain que de temps à autre, ceux qui sont marginalisés dans la société vont récupérer l'identité pour l'utiliser comme un moyen de s'affirmer et même de faire ce qu'on appelle en sciences politiques l'entrepreneuriat politique. On l'a vu au Niger, on l'a vu au Mali, certains chefs ont utilisé l'identité pour pouvoir arriver à leur fin et arriver au pouvoir. Monsieur Luc Marius Ebriga, on sait qu'il y a beaucoup de minorités dans les différents pays de la région. Il n'y a pas que la communauté touareg, il y a d'autres communautés. Est-ce qu'on peut dire qu'il existe aujourd'hui un véritable problème touareg dans ces différents pays, notamment au Mali? Oui, moi je dirais qu'il ne faut pas qu'on se cache la face. S'il y a manifestation et rébellion, c'est qu'il y a un problème qui réside dans l'idée d'une affirmation d'identité et du fait que nous avons des populations à cheval sur plusieurs régions et qui se retrouvent à avoir une identité très forte. Et cette identité très forte se trouve en conflit avec les États parce que la zone qui est concernée est une zone qui est par définition une zone riche, que ce soit au Mali ou au Niger. Nous avons des zones où il y a des minerais et on retrouve le même problème que l'on a au Nigeria, c'est-à-dire que la richesse de cette zone-là, si elle ne bénéficie pas directement aux populations, vont créer un sentiment de frustration. Alors, Monsieur Moussa, oui, terminez, professeur. Oui, au niveau du Mali, il faut l'expliquer, cette situation actuelle, il faut l'expliquer aussi par la fragilisation de l'État malien du fait des activités de Al-Qaïda au Maghreb islamique. Monsieur Moussa Ag Assarid, concrètement, dites-nous concrètement, que veut le MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad? Comme son nom l'indique, le MNLA prend en compte donc toutes les souffrances que vit cette population, les populations de cette partie du monde qui a été abandonnée par l'État malien. Donc aujourd'hui, le Mouvement national pour la libération de l'Azawad, comme son nom l'indique, demande tout simplement la libération de ces territoires par l'armée d'occupation malienne et la création d'un État qui serait l'Azawad, la République de l'Azawad. Alors vous voulez l'indépendance, c'est ça? Vous voulez l'indépendance?
Absolument, c'est simple. Maintenant, je déplore une chose. C'est parce que depuis le début, l'État malien n'a jamais cherché les raisons profondes de ce malaise. Il a toujours traité les membres du MNLA de terroristes et de bandits armés. Et tant que l'État malien, les autorités maliennes traitent les gens du MNLA, nous traitent, nous, de terroristes et bandits armés, je ne vois pas comment le dialogue peut venir. Monsieur Moussa Assarida, il y a l'un de nos interlocuteurs qui le disait tout à l'heure, Monsieur Siaka Diarra, vous êtes considérés comme des Maliens, cette bonne communauté Touareg, vous êtes considérés comme des Maliens pour certains. Bon. Alors, mais pourquoi donc demander l'indépendance? S'il vous plaît, ne restons pas aux mots, ne restons pas avec la passion. Maintenant, ça suffit. Nous avons fait d'énormes efforts. Parmi nous, il y en a qui se sont mariés avec des femmes du Sud. Nous avons tout fait pour qu'il y ait une cohésion, pour qu'il y ait vraiment la paix. Moi, je me suis activé comme j'ai pu. Je me suis activé dans des partis politiques. Comme tant d'autres comme moi, nous nous sommes battus au niveau de l'éducation. Nous nous sommes dit que par l'éducation, la paix s'installera dans la durée. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a un malaise. Nous allons au-delà tout simplement du simple citoyen qui dit que le Mali est un et indivisible. Prenons à bras le corps aujourd'hui le problème qui sévit dans cette partie du monde et cherchons d'abord les racines du mal et essayons de trouver des solutions et des solutions durables. Et lorsque le ministre des Affaires étrangères du Mali dit qu'il y a exaction sommaire lors d'un combat entre l'armée malienne et les combattants du MNLA, je vais dire tout simplement, il ne trouve pas les mots pour se battre. L'armée malienne sur un terrain de combat, malheureusement, je dis bien malheureusement, c'est normal qu'il y ait des victimes de part et d'autre. Donc, cherchons les solutions. Et pourquoi d'ailleurs, à votre émission, comme tant d'autres émissions auxquelles j'ai participé, pourquoi il n'y a pas un représentant du gouvernement du Mali qui donne lui aussi la version des choses pour que la communauté internationale, pour que les auditeurs puissent comprendre les vrais du faux. Alors je précise à votre endroit et à l'endroit aussi de nos auditeurs que tous nos efforts pour avoir un représentant du gouvernement malien sont restés vains. Nous étions en contact avec le ministère malien de la communication. On nous a promis un an, mais jusqu'au moment où nous enregistrions cette émission, nous n'avons pas eu d'interlocuteur. On vous retrouve tout à l'heure, Monsieur Moussa Assarid. Je voulais juste dire que malheureusement, ça a été le cas récemment aussi avec BBC. Quand on était encore avec BBC, le gouvernement du Mali a fui ses responsabilités encore une fois. Il faut donner l'information. Il faut que la communauté internationale, les auditeurs des différentes radios comme la Deutsche Welle puissent avoir les vrais faits de ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Le Mali cache la vérité et la presse malienne, une certaine presse malienne, est en train de monter la population noire contre la population blanche. Je dis bien que ce n'est pas un problème d'une population blanche contre une population noire ou une population noire contre une population blanche. C'est un malaise qui n'a pas de couleur.